Donc voici la Palmyre 75. Donc c'est celle-là que je vais découvrir maintenant. Donc là on a un bouton marche arrêt, 3 voyants. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Retour chauffage, départ chauffage. Ça c'est sûrement pour évacuer les condensats du condenseur. Là on a quoi? Un ventilateur. Donc voilà, on va ouvrir. Donc ça je crois que c'est une machine qui date des années 80. Allez hop, on y va. Donc voilà, j'ai enlevé les protections, les carters. Donc là en haut, qu'est-ce qu'on voit? Donc l'hélice de l'évaporateur. Donc ici c'est l'évaporateur. Donc là on voit le ventilo, là on voit une sonde qui est à l'intérieur. Donc c'est peut-être une sonde de fin de dégivrage. Donc là je pense que c'est l'évaporateur parce que là c'est retour chauffage, départ chauffage. Donc je sais pas si elle est réversible, je crois pas. Sauf peut-être pour le dégivrage. Donc là donc on a les nappes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nappes. Là on a le distributeur liquide. Donc là ce qu'il y a de marrant avec le distributeur liquide, c'est qu'il est monté à l'envers. En principe le distributeur liquide il est de l'autre côté, pour bien remplir les nappes. Donc voilà, donc ça c'est le moteur du ventilo condenseur. Donc on va aller voir un petit peu en bas. Donc voilà comment c'est fait. Donc là qu'est-ce qu'on a? Donc là on a l'échangeur. Donc bon, la machine je la découvre. Là c'est sûrement une bouteille anti-coup liquide à confirmer. Ça je le verrai quand je ferai le schéma fluidique. Ça va où ça? Ça c'est un bulbe. Donc je vais continuer sur le fluidique. Donc ça c'est là une bouteille liquide. Donc le compresseur. Donc là on voit un dépressostat rarement manuel. Là on voit une petite vanne à inversion de cycle qui est ici. Là pareil, un capteur de pression. Et là on voit des clapets anti-retour et un détendeur. Après qu'est-ce qu'on a? On a un pressostat. Donc HBP. Donc le détendeur, c'est un MOP R22. C'est un MOP, alors il y a marqué MOP 100 R22. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Moins 25, moins 10. Ok. Donc là ça ressemble à un thermostat, bulbe. Après voilà la partie électrique. Un bornier. Donc des contacteurs moteurs, ça dû être remplacé déjà. Ça c'est sûrement le disjoncteur de tête. Là on a un condensateur. Alors sûrement que j'ai pas regardé, peut-être que le moteur il est en mono. Donc là une tempo. Ça je sais pas ce que c'est. Ça je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Ah, il y a un fil débranché là, super. Ok. Bon ben là il y a du taf là. Il n'y a pas grand chose électriquement mais c'est un peu le bordel quoi.
Donc voilà le schéma fluidique que j'ai relevé sur la machine. Bon, les symboles, hein, c'est des symboles au brouillon, hein, c'est pas des vrais symboles, c'est pas les symboles officiels. Hein. Donc un compresseur, une pêche d'air. Donc là on a un pressostat HP. Donc pressostat HP du HBP. Donc on va sur la 23 voies. On repart donc au milieu. Donc c'est la BP, on va sur la bouteille anti-coup liquide. Et de la bouteille anti-coup liquide on va au compresseur. Donc après, donc la 23 voies ici, on va au condenseur. Quoi, c'est-à-dire on va à l'échangeur. Donc l'échangeur coaxial, je sais plus comment il s'appelle, il faut que je regarde. On repart, donc ici on a la bouteille liquide. Ici on a un pressostat HP à réarmement manuel. C'est le pressostat rouge là qu'on avait au début avec le bouton rouge là. Donc ça c'est le fil, ça c'est l'énervé, je crois que c'est un clapet anti-retour. Donc après on voit que ça peut repartir ici. Donc le clapet anti-retour, c'est bizarre là, il y a une erreur, bon, on va voir. Donc ici on repart, donc là il y a un clapet anti-retour. Détendeur, le distributeur liquide, donc là l'évaporateur. Là on a le pressostat BP du HBP. Et on revient ici sur la 23 voies. Donc ça, ce qui est sûr ici, c'est lorsqu'on est en digivrage. Parce que la 23 voies ici sert au digivrage. Donc le fluide il passe comme ça. Donc là il peut pas passer, il passe là directement. Il faut juste que je m'assure du sens de celui-là. Celui-là c'est vrai que comme ça, si je passe là, le fluide il passe là. Il peut repasser par là. C'est bizarre, je vais contrôler ça. Alors là j'avais oublié un clapet anti-retour. Voilà, donc parce que le fonctionnement c'est comme ça. Donc là je suis en mode chaud. Donc en mode chaud au compresseur, je passe ici au lavane, je descends là, je vais à l'échangeur. Donc là c'est le retour chauffage, là c'est le départ chauffage. Après je vais, donc là j'ai mon clapet anti-retour qui m'empêche de passer. Là je passe dans la bouteille liquide, le réservoir liquide. Là je passe fil DESI. Donc là j'ai mon pressostat HP. Là j'ai mon clapet anti-retour que je passe. Ici je suis bloqué, je suis obligé de passer par le détendeur thermostatique à excitation externe. Je passe là, donc là c'est le distributeur, l'évaporateur. Après je descends, hop, je passe dans la 24 voies. Je passe par ici, bouteille anti-coup liquide, compresseur, donc ça c'est bon. Donc maintenant je vais passer en mode dégivrage. Donc en mode dégivrage je passe toujours ici, sauf qu'au lieu d'aller à droite je vais à gauche. Je passe en dégivrage ici, je rentre dans l'évaporateur. Le distributeur liquide, donc là je passe pas au détendeur, je passe par le clapet anti-retour. Ici je suis bloqué par ce clapet là, je passe par celui-là. Et après je vais dans l'échangeur. Donc je dois un petit peu, je pense, reproduire l'eau de chauffage. Je passe là, hop, et je reviens au compresseur. Donc voilà. Donc après au niveau des capteurs, donc il y a le pressostat HP, le pressostat BP, donc du HBP. Après on a le pressostat HP à réarmement manuel. Et on a... Où est-ce qu'il est? Je l'ai oublié celui-là aussi. Ouais, donc là j'ai oublié le pressostat blanc qu'on voit au début de la vidéo. Là c'est un pressostat, donc j'imagine BP sécurité de 45 PSI. Donc ça va être un pressostat BP à réarmement manuel. Rarement automatique je veux dire. Par contre le HBP je vois pas trop à quoi il sert pour le moment. Peut-être qu'il sert à réguler la HP, le ventilo-condenseur. Par contre pour le BP je sais pas. Donc ça on va voir. Bon, si j'avais oublié des trucs, c'est parce que j'avais fait d'abord la prise du schéma sur mon petit brouillon. Comme on voit, c'est un peu merdique. Donc là, on va maintenant s'attaquer à l'électrique. On va s'attaquer à l'électrique. Justement, pour savoir un peu à quoi sert le pressostat, celui-là, là, le HBP. Là. Parce que là, pour moi, celui-là, le rouge, c'est le HP sécurité. Et le blanc, il y a marqué 45 PSI, c'est équivaut à 3 bars. Ça va être le BP sécurité. Donc là, je viens de finir le relevé du matériel. Donc on a un compresseur, un HBP, un pressostat à réarmement manuel, donc HP, un pressostat BP à réarmement manuel 45 PSI. Donc là, je ne sais pas si c'est vraiment un BP à réarmement manuel, hein, je ne suis pas sûr. Une vanne en 4 voies en version siècle, une résistance de Carter, un moteur ventilo-condenseur, un thermostat dégivrage, un thermostat au chauffage, une tempo RO1 LA003, c'est un peu le même genre de tempo que j'ai eu sur la machine à classe en écaille. Une horloge croisée, un condensateur, un disjoncteur tétrapolaire,
Tétrapolaire ou tripolaire, je sais plus. Je crois que c'est tripolaire. Hein. Quoi? Disjoncteur, tétrapolaire ou tripolaire? Tripolaire, ouais, je marquais tétra, c'est du tri. Un porte-fusible, un disjoncteur, 2 contacteurs moteurs, 3 voyants et un bouton de tournant. Donc là, je vais faire le schéma électrique, donc je vais faire comme j'ai fait pour la machine à glace. Je vais mettre tous mes récepteurs sur ma feuille A3 là. Et après, je vais faire du fil par fil. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des relevés du schéma électrique. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au propre. Donc là, je vais contrôler mon thermostat de dégivrage. Donc là, on est sur la commande. Là, ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas. Donc au début, sur le schéma, j'avais mis un NC. Ici, là, sur le schéma, j'ai mis un NC, mais je pense que c'est un NO, parce que là, ça sonne pas. Donc là, ma sonde, je vois le bulbe, je vais le mettre dans l'eau glacée. Voilà. Donc là, c'est à 0 degré, le temps que ça arrive. Voilà. Donc ça, cette sonde-là, elle est dans l'évaporateur. Hein. Je pense que c'est la sonde qui sert pour le dégivrage. Donc là, ça va bientôt sonner. Donc là, ça vient de sonner. Donc c'est bien ça. Donc là, on est à 0 degré, le contact est passant. Donc c'est bien NO. C'est bien NO. Donc là, je vais enlever ma sonde. Là, j'ai enlevé ma sonde, je vais la remettre là. Et là, je vais la remettre là où elle était. Et là, ça va arrêter de sonner. Voilà. Ok. Je vais faire la modif sur le plan. Donc là, je vais contrôler celui-là. Là. Donc le pressostat HP arrière manuel. Hein. Donc il est branché sur le thermostat. Et en principe, c'est donc un NC, hein, si c'est un pressostat de sécu. Donc hop. Ouais, il sonne. Donc c'est bien NC. C'est bien NC. Donc au niveau du thermostat, donc je suis en borne 5 et 6. Donc là, je suis sur stop. Il ne se passe rien, c'est ouvert. Voilà, donc là je suis en demande. Ok. Donc c'est bien ANC. C'est ANC qui s'ouvre. Thermostat de chauffage, c'était celui-là que je viens de contrôler. Et celui-là d'avant, donc le dégivrage, il est ici. Maintenant j'ai vite fait contrôler le BP dégivrage. Bon, je l'appelle comme ça, mais bon, peut-être que je changerai de nom après. Donc là je vais contrôler le BP dégivrage qui est ici. Donc comme on peut le remarquer là, il est relié en parallèle sur le contact IC de KM2. Donc là, si on contrôle sans débrancher un des conducteurs en haut ou en bas, on va avoir obligatoirement l'ohmètre qui va sonner. D'ailleurs, je me suis fait avoir tout à l'heure. Donc là, je sais qu'il est relié ici, c'est-à-dire en haut là, sur le thermostat de dégivrage, fil 11. Donc c'est celui-là. C'est bien celui-là, le fil 11 qui est ici. C'est le fil bleu qui est là, qui part ici là. Voilà. Donc là on voit que ça sonne pas. Alors que c'est un BP, un mini pressostat de 45 PSI, ça fait 3 bars 1. Donc ça voudrait dire que l'installation serait vide. Car 3 bar 1 ça fait moins 6 degrés. La relation pression-température du R22. Donc ça, ok. Donc vous voyez ce capteur là, le mini pressostat, il est branché sur la sortie de l'évapo. Donc ça fait du moins 6 degrés par rapport à la relation pression-température. Donc je pense que pour le moment que lorsque la pression, lorsque l'évaporateur est à moins 6, donc la pression logiquement elle chute. Hein. Et au-delà de ce seuil-là, le pressostat s'ouvre pour indiquer à la machine qu'il faudrait peut-être lancer un dégivrage. Bon, j'avais fait une vidéo sur la régulation pressostatique avec les pressostats. Donc c'est froid entre les 20 et 30, je sais plus lesquels. Voilà l'idée. Ok, donc je viens de me raccorder sur la BP. Donc qu'est-ce que je vois là? Donc c'est intéressant, là je vois que mon installation est pleine.
Donc je vois sur la BP que j'ai combien j'ai donc sur la 22 j'ai 18 degrés. 18 degrés. La température de la pièce, est de la température en ambiance c'est de 17 degrés. Donc c'est pas mal ça. Donc la relation pression-température est bonne, donc pas d'incondensable. Donc par rapport à mon plan, j'avais fait une erreur de raisonnement. Hein. Donc si ça sonne pas alors que je suis sous pression, et ben c'est pas un NO, c'est un NC. Et voilà. C'est un NC. C'est un NC d'ailleurs qui est ouvert sous pression. Voilà. Donc voilà, ça semble un peu plus logique. Je vais étudier ça un peu. Maintenant je vais étudier la minuterie. Voilà. Donc voici la tempo cruisée 88 225.0. Donc au début je croyais que c'était une minuterie, mais non, en réalité c'est une tempo. Et c'est même une tempo travail. Hein, j'ai modifié le plan. Voilà, donc cette tempo, je vais montrer le fonctionnement parce que justement je comprenais pas trop comment elle revenait, comment elle se réinitialisait. Donc là on peut voir que donc là j'ai mis sélectionneur sur 6 minutes, on a 6 minutes ou 60 minutes et on a une échelle de 0 à 6. Donc sur 6 minutes 1 ça correspond à 1 minute. Et bien sûr si je mets ici là sur 60 là le petit sélectionneur, ben, 1 ça équivaut à 10 minutes. Donc là je l'ai alimenté, j'ai fait un petit pont ici. Voilà, donc le but c'est justement de voir les compteurs lorsqu'ils vont basculer. Donc le 15-16, comme on le voit, le 15-16 c'est le NC, le 15-18 c'est le NO. Ok, donc là je renvoie le jus, j'alimente la tempo. Donc là j'ai bien 230, sur le commun j'ai bien 232, et sur le 16, donc le NO, non le NO, c'est ce que je dis, le NC, j'ai bien 230. Et sur le 18, donc le NO, j'ai rien. Voilà. Donc on peut constater que ben, le petit cadran là il tourne, là, l'aiguille au milieu. Et on va voir que lorsqu'il va atteindre les 0, le contact va basculer, c'est donc bien une tempo travail. Tempo travail parce qu'il faut l'alimenter pour que ça fonctionne quoi. Donc voilà, donc 230 volts, donc le basculement c'est bien fait. Donc là c'est ma minuterie qui est ici. Hein. Donc mes contacts ici sont passants, donc je suis en mode digivrage. J'ai ici mon inversion de cycle qui est ici, là, mon électro 24 voies, 24 voies je veux dire. Donc une fois que je vais atteindre avec mon pressoStat de fin digivrage les 2 degrés, lui il va s'ouvrir. Lui il va s'ouvrir et ça va me couper la minuterie qui est ici. Donc là je vais simuler la coupure de la minuterie. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que elle se réinitialise, on revient sur 1. Donc position repos, hein, c'est-à-dire 15-16 fermé et 15-18 ouvert. Ici je remets le jus. Et ben en 16 comme c'est le NC j'ai 230 et en 18 comme c'est le NO ben j'ai rien. Et on voit la minuterie qui tourne. Donc voilà cette minuterie. On remarque aussi sur cette minuterie que lorsqu'on coupe le jus,
et ben, elle reste bloquée dans sa position, quoi. Elle revient pas à 0. Pour qu'elle revienne, elle revient pas à 0. Elle revient pas à sa position de réglage qui était 1. Donc pour qu'elle revienne à sa position de réglage qui était 1, ben, il faut qu'elle arrive à 0. Et dès qu'elle est à 0, quand on coupe le courant, elle revient à 1. Bon voilà, maintenant que je sais comment elle fonctionne, et bien je vais la recabler. Je vais la recabler là-dedans. Voilà, donc là ce que je voulais voir c'était suivre les tuyaux. Donc ici on a bien le compresseur. Donc le plus petit diamètre c'est le refoulement, le plus gros c'est l'aspiration. Donc on se remet du compresseur et on va directement à la 24 voies. Donc ça c'est comme sur le schéma. Et après on sort et on va à l'échangeur. Donc on sort, donc c'est celui-là du haut. C'est celui-là du haut qui va à l'échangeur. Je vais aller voir ça. Donc on arrive ici et là on arrive en haut de l'échangeur, donc l'échangeur coaxial. Alors celui-là, d'après ce qu'il y a marqué derrière le tuyau, derrière la plaquette, donc celui-là ça serait le retour chauffage. Le retour chauffage, ce que je trouve bizarre. Pourquoi? Parce que en principe, comme ici le gaz est le plus chaud, ici ça devrait être le départ chauffage. Ça devrait être le départ chauffage et là, d'après ce que j'ai marqué derrière, ça serait le retour chauffage. Donc là c'est le flotte, là c'est l'eau, là c'est le fluide. Après on arrive ici en sortie échangeur. Ici on a un piquage avec le bulbe du thermostat. On passe ici, on remonte de ce tuyau là et on est là. Donc ça c'est le départ chauffage. Et là on le voit pas ici, mais juste là, il y a un tuyau qui part. Et ce tuyau va directement à la bouteille liquide. Donc ce tuyau là, c'est celui-là. Là. Il va directement à la bouteille liquide. Et en bas il y a un piquage. Donc voilà, on le voit, c'est ce tuyau là. Et le piquage, il est ici là, c'est celui-là. Là. Voilà, le piquage il est ici. Donc on est bien ici. Ok. Donc bon, mais c'est bien ça. C'est bien ça, j'avais un doute. Donc le retour chauffage, il est fait avec le fluide le plus chaud. Et le départ chauffage, donc qui est ici, est fait avec le liquide, on va dire entre guillemets, sous-refroidi. Alors c'est bizarre, j'aurais fait l'inverse. Pour justement que le refroidissement soit le meilleur, j'aurais mis le retour chauffage ici et le départ chauffage ici. Alors c'est une erreur de montage, je sais pas. Bon, mais j'ai modifié mon schéma. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde comment dirais-je, le fonctionnement d'un échangeur, lorsqu'on regarde le fonctionnement d'un condenseur à eau, on sait que donc, le fluide, l'HP, rentre d'un côté de l'échangeur et que l'eau va aller à contre-courant et que l'eau la plus chaude sortira là où le gaz est le plus chaud, c'est-à-dire à l'entrée. Bon, je sais pas si j'ai été clair. Et voilà, donc c'est ça que je trouve ça bizarre cette machine. Parce que en réalité les tuyaux entrée et sortie de l'échangeur étaient placés, parce que là on voit qu'il y a deux trous, c'est des tuyaux qui sont pas rigides. Et en réalité ils n'étaient pas dans le bon trou. Donc moi j'ai suivi bêtement les noms, puis en réalité c'était pas ça. En réalité c'était pas ça, donc la sonde de température elle est pas sur le départ mais elle est sur le retour. C'est ce qui semble plus logique, hein. Mais voilà, donc c'est bien ici c'est bien l'entrée du refoulement compresseur dans l'échangeur. Et donc ici c'est bien le départ chauffage, donc le chaud avec le chaud, c'est logique. Et donc en bas, ici c'est bien le retour chauffage. Et donc ici le tuyau là, qui repart à la bouteille liquide, et bien c'est bien la sortie de l'échangeur, du condenseur. Voilà, là c'est plus clair.
Donc aujourd'hui je vais vous présenter le digivrage automatique en logique câblée, donc sans régulateur et automate. Alors comment est-ce que l'on peut faire un digivrage sans régulateur? Donc à l'époque ils n'avaient pas de régulateur, ils faisaient donc ça avec des contacts et des pressostats. Donc voici le schéma de commande, voici la partie du schéma que je vais expliquer. Donc ici on a l'alimentation électrique qui arrive en amont de Q2. Donc Q2 c'est un disjoncteur, phase neutre classique. Donc je ferme Q2, Q2 est passant, le courant arrive jusqu'en S1. Donc S1 c'est un commutateur, donc un bouton tournant. Je tourne le bouton S1 sur ON. Donc le courant passe, la pompe à chaleur est alimentée. Donc là on a le voyant de mise sous tension qui est allumé. Le courant passe par le pressostat HP. Donc avec un bouton rarement manuel. Donc il est passant, le thermostat est en demande. Donc on est sur un condenseur 1O. Donc ce thermostat est sur la boucle d'eau chaude, pas de chauffage, du chauffage. Donc le courant passe et arrive sur la tempo de travail. Donc cette tempo de travail, bon, ici elle est réglée sur 100 secondes. Son but est de protéger le compresseur des courts cycles. Donc la temporisation s'effectue, donc c'est une travail. Au bout de 100 secondes, le contact à l'intérieur se ferme, le courant passe. Le HBP, donc le pressostat HBP est passant. KM1 est alimenté. Donc KM1 c'est la bobine du contacteur qui est excitée. Le contacteur se ferme, le compresseur fonctionne. Donc comme KM1 est fermé ici, le NC s'ouvre. Donc il coupe le voyant défaut pack. Le contact KM1 se ferme, donc le courant passe par ici. Il passe par le NC de la tempo au travail T2 cruisé. Donc j'ai fait une vidéo aussi dessus. Intéressante à voir cette tempo. Une vieille tempo des années 80, début 80. Donc KM2 est excité, le contacteur colle, le ventilo évaporateur fonctionne. Et on voit que le courant arrive au KP61. Donc le KP61 c'est un thermostat dont le bulbe est enfoncé dans l'évaporateur. Donc comme je l'ai marqué ici, c'est un thermostat qui servira à indiquer la fin du digivrage. Donc je passe à la diapo 5. Donc la pompe à chaleur est en fonctionnement. Donc la température dans l'évaporateur chute. Lorsque la température arrive à 2 degrés, le thermostat, le KP61 se ferme. Le courant passe et s'arrête au pressostat BP qui est à 45 PSI. Donc c'est un pressostat qui est donc sur la BP. Et c'est un mini pressostat. Donc c'est un pressostat qu'on ne peut pas régler. Il est déjà réglé en usine. Il est réglé à 3,1 bar car à 3,1 bar, à la relation pression-température du RF22, ça correspond à une température de moins 6 degrés. Donc ce pressostat, son but, c'est d'indiquer le début du digivrage à l'installation. Donc pour le moment, on est au-dessus des 3,1 bar, le NC reste ouvert. Donc la température dans l'évaporateur atteint les moins 6 degrés. Donc le mini pressostat 45 PSI se ferme, le NC se ferme, le NO s'ouvre. Ce qui alimente la tempo travail T2 cruisé. Donc cette tempo est réglée sur 60 secondes. Donc j'expliquerai l'intérêt de mettre une tempo travail à la fin des diapos. Donc une fois que les 60 secondes sont écoulées, la tempo travail fait son boulot, elle bascule. Donc le NO se ferme. En se fermant, elle alimente le voyant qui indique le digivrage. Et ici c'est la bobine de la vanne 4 voies. Donc la vanne 4 voies qui inverse le cycle. Donc voilà. Donc en basculant, le contact NC s'ouvre. Donc en s'ouvrant, ça coupe le ventilo évaporateur. Et le contact NC de KM2 ici se ferme. Donc le digivrage est en train de s'effectuer. Donc le digivrage, c'est quoi? On injecte les gaz chauds du refoulement, donc du compresseur, dans l'évaporateur. Ce qui permet de digivrer très très vite l'évaporateur. Donc la diapo 8, la température dans l'évaporateur monte et la pression devient supérieure à 3 bars. Donc comme on envoie des gaz chauds dans l'évaporateur, obligatoirement la pression monte tout de suite. On était à 3,1 bar, moins 6 degrés, donc là on est peut-être à 4 bars. Donc la pression monte, la température monte. Donc l'installation continue toujours à digivrer. Donc la température atteint les 2 degrés dans l'évaporateur. Le KP61, donc le thermostat, lorsque au bulbe la température de 2 degrés est atteinte, le contact NO s'ouvre. Alors lorsque le contact NO s'ouvre, on constate que le tempo de travail cruisé n'est plus alimenté, ce qui fait basculer les contacts de T2. Donc le NO il s'ouvre, ce qui coupe la bobine de la 24 voies, donc elle revient à sa position initiale, c'est-à-dire en cycle chaud. Le cycle digivrage est terminé, le voyant s'éteint, et le contacteur KM2 donc du ventilo évaporateur est activé, donc les ventilateurs refonctionnent, le ventilateur d'évaporateur refonctionne et le contact NC de KM2 s'ouvre. Donc c'est la fin du digivrage. Alors une petite subtilité, donc diapo 10, donc lors du basculement de la vanne 4 voies, la BP peut chuter sous les 3,1 bars car la ligne liquide est pleine de vapeur.
Donc lorsqu'on est en inversion de cycle, en mode dégivrage, la ligne liquide n'est plus liquide. Elle peut contenir du liquide, mais elle est surtout essentiellement composée de vapeur, ce qui fait que le détendeur alimente très très mal l'évaporateur, ce qui a pour conséquence de faire chuter fortement le BP, car le compresseur lui tourne toujours à la même vitesse, quoi. Il aspire toujours le même volume. Donc voilà, donc ce qui fait que la BP chute, et donc lorsqu'elle chute, le contact NC va se refermer. Bon, il faut savoir aussi que le contact donc du KP 61, donc dès que la machine va se mettre en marche, les 2 degrés à l'évaporateur vont vite être atteints. Donc pour pas relancer un cycle de digivrage, donc comme c'est quelque chose de transitoire, c'est un régime transitoire, parce que la ligne liquide, bon, si elle est vapeur, elle ne va pas le rester longtemps, elle va assez vite revenir 100% liquide. Donc c'est pour ça qu'il y a cette temporisation-là. Cette temporisation-là, de 60 secondes, empêche de refaire basculer la 24 voies, de relancer un digivrage. Donc ce phénomène est transitoire. Donc voilà à quoi sert la temporisation de travail, elle évite de relancer un cycle de digivrage. Donc une fois que la ligne liquide est 100% liquide, la BP remonte jusqu'au prochain digivrage. Donc la BP remonte, le contact INC s'ouvre, donc la tempo de travail n'est plus alimenté. Bon, lui il reste toujours fermé parce que bon, il fait moins de 2 degrés dans l'évaporateur.